Droit de la construction. Introduction. Section 1. L'objet du droit de la construction ou l'opération de construction. L'opération de construction est marquée par le pluriel. D'abord car il y a une pluralité d'ouvrages, 1, une pluralité d'acteurs, 2, et une pluralité de contrats, 3. 1. Une pluralité d'ouvrages. Le terme ouvrage se trouve dans les textes, notamment dans le Code civil. C'est plutôt un terme moderne. Avant on parlait plus de bâtiments, terme moins large. Ça a des conséquences juridiques. Par exemple, une route est couverte par la garantie décennale. En revanche, l'obligation d'assurance ne pèse que sur les propriétaires de bâtiments. Dans l'opération de construction, le bâtiment reste l'ouvrage le plus important. Dans le CCH, dès le premier article, L111-1, le bâtiment est défini. La notion de bâtiment aura un contenu différent dans les textes consacrés, dans le Code civil, à la responsabilité des constructeurs. On distingue 3 secteurs dans la construction, le génie civil ou ouvrages importants, le bâtiment ou des bâtiments quoi, et celui des travaux publics routes, et éventuellement les VRD voiries et réseaux divers. Ça aura son importance concernant leurs assurances, une entreprise généraliste sera assurée pour tout, alors qu'une entreprise spécialisée ne sera assurée que sur son domaine de compétences. 2. Une pluralité d'acteurs. Réaliser un ouvrage de construction nécessite différentes compétences. C'est pourquoi l'opération de construction fait intervenir différents acteurs. Il y a des parties contractantes et des parties prenantes. En premier lieu, celui qui est au centre du projet, le maître de l'ouvrage. Dans le Code de la commande publique, on a des textes consacrés aux MO publics. Chez eux les acteurs c'est l'acheteur, et l'opérateur économique, prestataire, et le contrat c'est le contrat de commande publique. Le maître d'œuvre, c'est souvent un architecte, mais ça peut être un bureau d'ingénierie. Il fait de la conception d'ouvrage. Il y a une distinction entre le maître d'œuvre de conception et le maître d'œuvre d'exécution. Après l'entrepreneur principal, il peut y avoir des sous-traitants. Selon l'ouvrage, on aura un coordinateur sécurité, un OPC ordonnancement pilotage coordination. Marché à l'OTI, marché avec plusieurs entrepreneurs principaux. 3. Une pluralité de contrats. Il est possible que le MO ne passe qu'un contrat, mais avec un groupement d'entreprises. Pour que 3 entrepreneurs travaillent en commun, il faut qu'ils aient conclu entre eux un contrat de groupement d'entreprises, qui peut être soit conjoint chacun répond de sa partie, soit solidaire chacun répond de tous. Généralement, il y aura un mandataire du groupement, qui sera généralement solidaire. Le maître d'œuvre peut faire partie du groupement, on aura alors un contrat unique de conception-réalisation. Il existe aussi un maître d'ouvrage délégué. C'est un mandataire, il a passé un contrat de mandat avec le MO. On trouve en construction des contrats de cautionnement, souvent donnés par des personnes morales. On a des contrats réglementés, comme le CCMI, le secteur protégé, CCMI avec ou sans fourniture de plan. Section 2, les sources du droit privé de la construction. 1. Les sources du droit privé de la construction. Le Code civil avec la partie consacrée au contrat de louage d'ouvrage article 1779 et suivant, puis responsabilité des constructeurs. Autre code, le CCH, avec des dispositions spécifiques à certaines constructions, comme le régime du CCMI, mais aussi la construction de bâtiments neufs où on a des exigences énergétiques et environnementales. La jurisprudence s'appuie sur des normes techniques établies par les organismes de standardisation tels que l'AFNOR, Association française de normalisation, CSTB etc. Certaines normes sont obligatoires, d'autres d'application volontaire. Une obligatoire, c'est l'arrêt 2020, rendu obligatoire pour les bâtiments neufs, et un projet de texte est en discussion, pour modifier certains points de cet arrêt 2020. En général, les normes volontaires sont appliquées car elles traduisent les règles de l'état des connaissances scientifiques et techniques, les règles de l'art. En matière de construction, il faut que le constructeur se conforme aux règles de l'art. C'est une expression vague utilisée par la jurisprudence. L'application des normes volontaires présume du respect des règles de l'art. Souvent les contrats imposent le respect des normes volontaires. DTU, document technique unifié. C'est une norme technique, un document qui décrit un processus, un produit de construction. On a aussi des sources contractuelles. Des conditions générales des contrats aux clauses rédigées à l'avance par l'une des parties. Il y a une structuration des contrats d'affaires identiques à chacun. Les conditions générales de contrat se trouvent dans les contrats généraux. L'AFNOR a rédigé des conditions générales de contrat, appelées Cahier des clauses administratives générales, CCAG. À côté on a les CCAP, Cahier des clauses administratives particulières. Norme NF, norme française, P03001, qui correspond aux conditions générales de BTP, c'est CCAG pour les marchés privés de bâtiments. NFP 03002, CCAG en matière de marché privé de génie civil. Il peut arriver que pour des marchés privés on choisisse des conditions générales de droit privé comme la NFP 03001. 2. Les sources du droit public de la construction. On est plutôt avec un maître d'ouvrage public. Du point de vue de la législation, le code qui s'applique c'est le code de la commande publique. Mais il faut tenir compte du code civil, car le Conseil d'État s'inspire des principes du code civil pour dégager des solutions comparables aux solutions du droit privé. Difficulté à laquelle il faut être attentif. J'ai un contrat entre une SAHLM et un constructeur. J'ai 2 personnes de droit privé, donc un contrat de droit privé. En droit de la commande publique, on peut avoir des personnes morales de droit privé, qui parce qu'elles touchent à l'intérêt général, doivent respecter un certain nombre de règles issues du droit public. Pour une SAHLM, dans la période précontractuelle, on applique le code de la commande publique, pas les règles classiques du code civil. Donc respect de la procédure d'appel d'offres. Le contrat est rédigé à l'avance par le MO, puis une mise en concurrence avec la procédure d'appel d'offres. Par principe, pas de négociation. Mais le contrat en lui-même est un contrat de droit privé, régi par les règles du code civil.
Et même la période précontractuelle sera du ressort du juge judiciaire. Si on remplace le HLM par le département, le contrat conclu sera un contrat administratif. La principale différence entre le contrat de droit privé et le contrat administratif, c'est la présence de clauses exorbitantes du droit commun à modification ou résiliation unilatérale du contrat, pour des motifs d'intérêt général, en cas d'inexécution, faire intervenir un tiers sans décision de justice. L'État produit beaucoup de documents contractuels type, des CCAG et CCTG. Partie I, les contrats relatifs à la construction. On ne pourra pas étudier tous les contrats. Chapitre 1, le contrat de l'entrepreneur. Section 1, le contrat de l'entrepreneur principal. 1, la conclusion du contrat. On évoquera 2 points, d'abord la question de la qualification du contrat, puis celle de son contenu. A. La qualification du contrat. C'est un contrat d'entreprise, un contrat de louage d'ouvrage. Il ne s'agit donc pas d'un contrat de vente. Cette qualification soulève quelques difficultés, mais pas particulièrement avec l'entrepreneur principal. Plus lorsqu'on a un sous-traitant, qui est en contrat d'entreprise avec l'entrepreneur principal. Le contrat d'entreprise a son régime juridique, distinct des autres contrats nommés du Code civil. L'enjeu de la qualification est de savoir si on a une vente ou un contrat d'entreprise. C'est pas toujours évident, d'autant que dans le contrat de construction, on a du transfert de propriété de choses. Ce qui permet de distinguer est la spécificité de la prestation. Lorsqu'une chose est apportée par le prestataire constructeur, on sera en présence d'un contrat d'entreprise si la réalisation de cette chose répond à des exigences spécialement définies par le maître d'ouvrage. Le client a des exigences précises, uniques et non standardisées. Ces demandes spécifiques prennent généralement la forme d'un descriptif technique. La jurisprudence a abandonné le critère de l'accessoire et du principal, savoir si la fourniture de matériel prenait le pas sur la prestation en elle-même. La qualification n'est pas simple. Par exemple, on achète des lampadaires. Ces lampadaires sont modulables. Est-ce assez spécifique? Les produits sont standardisés, donc on est plus sur un contrat de vente. En revanche, une climatisation personnalisée, adaptée au bâtiment, fera l'objet d'un contrat d'entreprise. L'enjeu, c'est le paiement, le juge qualifiera souvent à l'occasion d'une action en paiement. Un autre enjeu de qualification porte sur le salariat, et la requalification en contrat de travail. Autre enjeu de qualification, celle de CCMI, cas particulier de contrat d'entreprise. Article L230-1 à L232-2 du CCH. Le premier de ces textes dit que les règles de ce titre sont d'ordre public. Parmi les contrats d'entreprise, il faut être en capacité de déterminer si on est en présence d'un CCMI. La particularité de ce CCMI c'est qu'il faut le conclure par écrit à peine de nullité, et que parfois des sanctions pénales sont prévues. Il y a une distinction à faire entre les CCMI avec ou sans fourniture de plan. Ensuite, c'est un contrat qui porte sur un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, professionnel et habitation. C'est un immeuble qui ne comporte pas plus de 2 logements destinés au même maître d'ouvrage. B. Le contenu du contrat. Le principe est la liberté contractuelle. Ça consistera à définir l'objet de construction, l'ouvrage. Pas nécessairement de prix. Le prix n'est pas une condition essentielle de formation du contrat d'entreprise. Autant dans la vente, le prix et la chose sont des éléments essentiels, autant en contrat d'entreprise on peut ne s'entendre que sur la chose à réaliser, dans un premier temps. Bien sûr dans la pratique on a un prix. Dans les marchés publics, le prix est un élément obligatoire. En principe pas de formalisme, sauf exception comme le CCMI, ou contrat de la commande publique. 2. L'exécution du contrat. On verra les obligations du maître de l'ouvrage, A, et celles de l'entrepreneur, B. A. Les obligations du maître de l'ouvrage. Il a une obligation essentielle, c'est le paiement du prix. La détermination du prix est complexe. C'est par ça qu'il faut commencer. Puis on verra le paiement. Sur la détermination du prix, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans un contrat de construction, on a un prix initial, et un prix final. 1. La détermination. A. Le prix initial. Il faut faire une distinction, la définition du prix dans les marchés de construction, qui peut être forfaitaire ou non forfaitaire. On peut aussi avoir un mix des deux. Le prix forfaitaire est un prix global, pour l'intégralité de l'ouvrage. Par exemple, tel bâtiment pour 20 m d'euros. Ça regroupe plein de prestations mais je ne paye que l'ouvrage une fois réalisé. Pour qu'il y ait un prix forfaitaire, la condition c'est qu'il y ait un descriptif sur lequel le MO et le constructeur se sont mis d'accord. On ne pourra pas faire varier le prix si l'entreprise qui réalise l'ouvrage doit mettre plus de moyens en œuvre que ce qu'elle avait prévu initialement. Un prix forfaitaire peut toutefois évoluer, par exemple si le client demande autre chose pour son projet. Ça sera alors une prestation hors forfait. C'est écrit article 1793 du Code civil. Article 1793 lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentation fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. L'article parle de bâtiment, mais est-ce que ça colle à tout ouvrage? Non, on parle de bâtiment. Ça n'exclut pas la pratique du prix forfaitaire pour tout ouvrage, mais on ne pourra pas se fonder sur l'article 1793. On voit dans l'article qu'il y a des exceptions, quand on a un prix forfaitaire, il faut le respecter, mais on peut modifier le forfait sur la base d'un accord écrit et préalable du client. Il y a même des arrêts qui disent que l'article 1793 est d'ordre public. La Cour de cassation a, au-delà de la règle de l'article 1793 du Code civil, dit que pour pouvoir modifier le forfait, et a jugé qu'on pouvait avoir une modification du forfait lorsqu'il y avait une acceptation des travaux supplémentaires non équivoques de la part du maître d'ouvrage.
Troisième cas jurisprudentiel, c'est le bouleversement de l'économie du contrat. Le MO demande tellement de choses différentes, on a tellement de changements, qu'on sort du forfait. Le bouleversement d'économie du contrat, c'est un troisième cas de sortie du forfait. C'est la situation où le MO demande tellement de modifications que l'on considère que l'on sort du prix forfaitaire. Les juges vont devoir évaluer quel est le juste prix. Ça peut être le cas lorsqu'il y a une erreur de conception, une erreur de maîtrise d'œuvre. 1794 prévoit qu'en prix forfaitaire, le MO peut résilier unilatéralement le contrat, à condition de payer ce qui a déjà été fait, et la marge qu'aurait faite l'entrepreneur. Article 1794 Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le prix non forfaitaire. C'est soit des prix sur dépenses contrôlées, on demande au constructeur de réaliser quelque chose, le client contrôle que la chose est bien réalisée, et on tire un prix par rapport à la dépense. C'est assez rare. Celui qui est plus pratiqué, c'est le prix unitaire. C'est un prix qu'on applique à la quantité réalisée. En général, le prix unitaire figure dans un bordereau de prix unitaire BPU. C'est un fichier, un tableau au catalogue dans lequel on retrouve des rubriques sur chaque type de prestation. On pourra mesurer la quantité de matériaux utilisés. B. L'évolution du prix. Il faut adapter le prix du marché à l'instant de réalisation de l'ouvrage. On introduit dans le contrat des clauses d'adaptation du prix. Elles sont soit des clauses d'actualisation du prix, ou de révision du prix. La différence c'est que l'actualisation n'intervient qu'une fois dans le contrat. On utilise l'actualisation lorsque la réalisation n'est pas longue mais on a un décalage temporel entre l'accord et la réalisation des travaux. La clause de révision de prix prévoit un calcul, qu'on appliquera de manière récurrente, généralement mensuellement. On réévalue chaque mois par application de la formule de révision. Que fait-on quand il n'y a pas de clause, ou lorsque la formule de révision n'est pas adaptée, ou que l'indice a disparu? Le Code civil traite du cas où un indice a disparu. Il faut appliquer un indice proche. Et s'il n'y a pas de clause de révision? Article 1195 du Code civil sur la théorie de l'imprévision, consacré par la réforme alors que la Cour de cassation l'excluait, arrêt Canal de Craponne, article 1195 du Code civil. 2. Le paiement du prix. A. Les modalités de paiement. Il y a des délais de paiement à respecter. Dans le CCH, un article dit que les paiements s'effectuent généralement mensuellement. Il y a des acomptes mensuels, ces acomptes sont provisoires, jusqu'au paiement définitif, après la réalisation. B. Les garanties de paiement. On est toujours dans l'obligation de paiement du MO. En marché privé, on a dans le Code civil un article, l'article 1799-1, qui prévoit, pour les marchés supérieurs à 12 000 €, que le MO doit fournir une garantie de paiement au constructeur. Sur son champ d'application, elle s'applique aux marchés de travaux privés. Le dernier alinéa exclut tous les marchés publics, ceux qui passent par des SEM, des SAHLM. En gros ça s'applique aux promoteurs immobiliers. C'est un texte qui garantit l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur constructeur, celui qui a réalisé l'ouvrage. Ça s'applique aussi aux sous-traitants, suite à une modification de la loi du 1975. Champ d'application quant aux travaux. Ça vise plutôt les activités professionnelles, exclu lorsqu'on fait construire pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Concernant les formes de la garantie de paiement, deux choses. Une garantie correspond à un paiement direct, l'autre à un paiement solidaire. La garantie dite de paiement direct c'est l'AL2 de l'article 1799-1. C'est lorsque le client finance les travaux via un crédit spécifique. Alors les travaux sont payés directement par le prêteur. Ces paiements ont lieu sur ordre du maître d'ouvrage. Il faut que la totalité de l'ouvrage soit financée par un crédit spécifique. Dans les cas où il n'y a pas de crédit spécifique ou financement partiel par un crédit, le texte prévoit que les parties peuvent prévoir une garantie particulière, qui remplace la garantie obligatoire. Parfois c'est promettre l'attribution d'appartements. Retour sur la garantie obligatoire. Le texte dit que le paiement est garanti par un cautionnement solidaire, par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. On a aussi un cas d'inexécution spécifique. Tant que la garantie de paiement n'a pas été fournie et que l'entrepreneur n'a pas été payé. Le MO bénéficie lui-même d'une garantie qui intervient en cours de l'exécution du contrat, distincte des garanties qu'on connaît, biennale et décennale, la retenue de garantie. C'est le fait que le maître d'ouvrage a un droit légal à retenir une certaine somme à titre de garantie, dans la limite de 5% du marché. Loi du 17 juillet 1971. Le texte dit article 1 que, le paiement des acomptes peut être amputé d'une retenue égale au plus de 5% de leur montant, et ceci pour garantir la bonne exécution des travaux, notamment pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le MO. Le texte donne une latitude au MO, qui peut renoncer s'il le souhaite à la retenue de garantie. Il peut aussi y substituer une caution solidaire, un cautionnement bancaire. Le texte est d'ordre public. Le MO ne peut renoncer par avance par contrat à la retenue de garantie. L'entrepreneur principal peut lui aussi appliquer une retenue de garantie sur le sous-traitant, et ce alors même que le sous-traitant n'est pas concerné par la réception. Le but est de garantir que les travaux de reprise en cas de réserve seront bien effectués. Si à réception il y a des réserves et que les travaux de reprise ne sont pas réalisés, alors les sommes correspondant restent dans les poches du MO. Mais ça ne peut pas garantir autre chose que des réserves à la réception. La créance de restitution naît du fait qu'on a atteint l'année de la GPA. Lorsque l'usage est réceptionné par le MO, ça déclenche le délai de garantie d'1 an de la GPA. B. Les obligations de l'entrepreneur. La première chose qu'il doit faire c'est respecter le contrat et les instructions reçues. On utilise ce qu'on appelle des ordres de service, OS, prévus par le contrat.
C'est assez formel, ordre formalisé, numéroté, daté, signé contresigné. Ce sont des ordres d'exécution du marché, qui ont la particularité, car ils se font par LRR au dépôt contre récépissé, d'avoir date certaine. Généralement, ces ordres de service déclenchent des délais de forclusion. Le contrat peut prévoir que ça émane du maître d'œuvre. Il faut alors vérifier de qui doit émaner l'ordre. L'entreprise qui reçoit un ordre doit savoir si l'ordre reçu l'a été par qui de droit. L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat sur la réalisation de l'ouvrage. L'ouvrage doit être réalisé conformément aux règles de l'art. Obligation de conseil. Elle vient de la jurisprudence. Par exemple, arrêt 92.14001 du 15 décembre 1993, dans lequel la Cour précise que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient, et qu'il doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution des travaux dépassant ses capacités. Il y a des limites à l'obligation de conseil. Une des limites, c'est que quelque chose ait été caché à l'entrepreneur qu'il n'ait pas pu avoir connaissance d'éléments essentiels. La jurisprudence parfois considère qu'il y a des informations tellement évidentes que le client doit être en mesure de les connaître lui-même. Dans le BTP, les entreprises joignent à leur offre un mémoire technique. Ça permet à l'entreprise de formaliser le respect de son obligation de conseil. Autre information, sur le délai de réalisation de l'ouvrage. En général, le délai est contractualisé. On essaie dans la construction d'avoir un CDD. Il y a en général un délai global d'exécution. C'est le délai à l'intérieur duquel on va réaliser la totalité de l'ouvrage. Pour les grands chantiers, en général on commence par un calendrier prévisionnel d'exécution, avant de faire un calendrier définitif lorsqu'on aboutit à un accord avec toutes les entreprises. Il y a des clauses pénales dans le contrat. Ces clauses peuvent être stipulées pour tout motif, pas seulement un retard dans le délai. Critère d'identification de la clause pénale, elle s'applique en cas d'inexécution du contrat. C'est une clause de sanction, et menace, une clause désincitative, coercitive. Elle est là pour indemniser, sans tenir compte du préjudice. Mais le juge peut estimer que le montant est manifestement excessif ou dérisoire. Il faut bien entendu que la cause soit imputable à la partie qui n'exécute pas. Section 2. Le contrat de sous-traitance. Il faut d'emblée préciser que ce contrat est soumis à un cadre légal, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 2 ans après 1973, date du premier chose pétrolier. Crise économique, et beaucoup d'entrepreneurs ont fait faillite, et beaucoup de sous-traitants n'ont pas été payés. 1. La conclusion du contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise. En revanche, chose importante, l'obligation de faire agréer son sous-traitant. Quand un entrepreneur veut avoir recours à de la sous-traitance, il doit impérativement, c'est d'ordre public, faire accepter son sous-traitant par le MO, et faire agréer par le même maître d'ouvrage les conditions de paiement. Cette règle est d'ordre public. À défaut, ça a des conséquences, notamment sur la validité du contrat de sous-traitance. Nullité relative de protection de sous-traitant. C'est la condition pour bénéficier des garanties de paiement. La sous-traitance peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire que le sous-traitant peut avoir son propre sous-traitant. L'obligation d'agrément concerne tous les sous-traitants en chaîne. La loi de 1795 dit que chaque sous-traitant est l'entrepreneur principal de son sous-traitant. Chaque entrepreneur ou sous-traitant déclare celui d'en dessous. 2. L'exécution du contrat de sous-traitance. Chaque partie a ses obligations, l'entrepreneur a l'obligation de payer le sous-traitant, et le sous-traitant a en gros les obligations de l'entrepreneur. Pour le paiement du sous-traitant, il faut distinguer deux choses, qui résultent de la loi de 1975. Dans la loi de 1975, il y a un titre 2, intitulé le paiement direct, le titre 3, l'action directe. Cette distinction correspond, le paiement direct au marché public au sens large, HLM etc., et l'action directe au marché privé. Paiement direct, c'est le MO qui paye directement le sous-traitant. C'est l'originalité dans un marché public. Ça bénéficie aux deux premiers rangs, l'entrepreneur principal et le sous-traitant de premier rang. C'est pourquoi on fournit au sous-traitant de second rang une caution bancaire. Dans le contrat de sous-traitance, on ne peut pas prévoir que le sous-traitant renonce au paiement direct. Article 7 de la loi de 1975, toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Sur l'action directe. La loi tient compte de la défaillance de l'entrepreneur principal. La loi de 1975 donne deux garanties au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit fournir ou une caution, ou une délégation de paiement. La délégation de paiement crée un paiement direct, mais avec l'accord du délégué. La délégation est parfaite si celui qui est au milieu est libéré. Ici on ne supprime pas l'obligation de l'entrepreneur principal, c'est une délégation imparfaite. Si pas de paiement, mise en demeure de l'entrepreneur principal. Une fois cette mise en demeure faite, le sous-traitant peut agir contre le MO. C'est la fameuse dérogation à l'effet relatif du contrat, l'action directe. C'est une action en paiement de nature contractuelle, c'est comme si le sous-traitant avait contracté avec le maître de l'ouvrage. Arrêt de 2023 3e CIV, juillet, marché privé de travaux. Un sous-traitant est confronté à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal. Le sous-traitant met en demeure l'entrepreneur principal. Pas de paiement. Il agit en paiement contre le MO, action directe. Le MO ne paye pas, il lui oppose que la mise en demeure n'a pas respecté les règles du DED. Le sous-traitant devait déclarer sa créance, ce qui valait mise en demeure. Chapitre 2. Le contrat de maîtrise d'œuvre. La première question c'est de savoir si on a l'obligation d'avoir recours à un architecte. Dans le CCH, l'article 124 dispose que l'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire
Articles 3 et 4 du 3 janvier 1977. Contrat de louage d'ouvrage de même nature que celui de l'entrepreneur. Section 1. La conclusion du contrat d'architecte. Contrat consensuel, synalagmatique, à titre onéreux. En public, il est obligatoire de mettre en concurrence des architectes, avec tout un régime juridique. Section 2. Les effets du contrat d'architecte. Les obligations de l'architecte. Elles dépendront du contenu du contrat. L'architecte a une obligation principale qui est la conception de l'ouvrage, il doit établir des plans, en général par étapes, des esquisses sont réalisées, qui tiendront compte de l'enveloppe financière du client, mais aussi des limites techniques selon le site d'implantation. La deuxième étape, toujours dans la conception, est de faire un projet sommaire, un projet architectural, plus précis. Il a une importance fondamentale car il permettra le dépôt de la demande de permis de construire. L'architecte va se voir confier la mission de rédiger les documents de marché, c'est-à-dire les. L'architecte peut se voir confier une mission de direction de l'exécution des travaux. On n'est plus dans la conception mais dans la réalisation. Pour cela, il donne des ordres, les OS qu'on a évoqués supra. Le contrat avec le MO peut contenir des pénalités à l'encontre du maître d'œuvre. Le rôle du maître d'œuvre est d'assister le client. Il connaît les règles de l'art, la technique. Il l'assiste notamment dans la phase de réception de l'ouvrage. Le maître d'œuvre engage sa responsabilité s'il apparaît qu'il y a des défauts apparents qu'il n'a pas vus. 2. Les obligations du MO. La principale obligation du MO est de payer le maître d'œuvre. En privé les honoraires sont libres, en public ces honoraires sont encadrés par le code de la commande publique. Concernant les garanties, il y a un droit de rétention sur les documents qu'il a en sa possession. Partie 2. Les dommages consécutifs à la construction. On distingue deux chapitres. Un chapitre 1 consacré aux dommages causés au MO, et un chapitre 2 consacré aux dommages causés au tiers. Chapitre 1. Les dommages causés au MO. Deux ordres de responsabilité peuvent être évoqués dans ce chapitre, la responsabilité contractuelle, section 1, et délictuelle, section 2. Section 1. La responsabilité contractuelle. A. La responsabilité contractuelle postérieure à la réception de l'ouvrage. 1. La réception de l'ouvrage. A. La notion de réception. L'article 1792 à 6 du Code civil à l'un est consacré à la réception. Article 1792 à 6 à l'un, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. C'est l'acte de volonté d'une seule personne, le maître de l'ouvrage, bien que le processus soit contradictoire. La décision en elle-même est unilatérale. Il ne faut pas confondre la réception et le règlement des comptes. Le paiement des travaux n'est pas la réception. La réception ce n'est pas la livraison, qui elle intervient dans le cadre de la vente, livraison dans le sens de remplir son obligation de délivrance. Il peut d'ailleurs y avoir une réception sans entrée en possession, et inversement. B. Les modalités de la réception. Première chose, évoquer les participants à la réception. Le seul habilité à décider de la réception c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre peut toutefois assister le maître d'ouvrage. Il peut se faire des opérations préalables à la réception, où l'entrepreneur et le maître d'œuvre établissent un PV d'OPR. La date de réception. Avant 1978, il y avait deux réceptions, une provisoire, une définitive, avant la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Désormais on a une seule réception. C'est pourquoi on a créé la GPA, qui remplace la période qui séparait les deux réceptions. Dans certains contrats, comme le CCAG Travaux, ils ont conservé des réceptions avec et sous réserve, avec réserve c'est réception unique, et sous réserve c'est lorsque des travaux n'ont pas été faits. Mais la réception sous réserve ne produit pas les effets d'une réserve. On ne sait pas à quoi ça sert. Retour sur la réception. Il y a donc désormais une réception unique. La date correspond à la date fixée par le maître d'ouvrage. Ce n'est pas forcément la date de signature du PV. On peut dire par exemple que ça intervient à la date du PV d'OPR. En principe, il y a une réception unique concernant l'ouvrage dans sa globalité. Ce n'est pas évident car un ouvrage peut être constitué de plusieurs lots avec plusieurs contrats, et chaque contractant pourrait avoir droit à sa propre réception. Pour des raisons pratiques, c'est bien de faire une réception unique. Autre chose, la forme de la réception. Il y a trois formes possibles, soit une réception express, tacite, ou judiciaire. La réception express, la plus classique, exprimée, le MO exprime sa décision de recevoir avec ou sans réserve, comme le dit l'article 1792 à 6 du Code civil. Le contrat décrit les étapes qui conduisent à la décision du maître d'ouvrage. Si les parties au contrat ont prévu une réception express, il sera difficile d'admettre une réception tacite. Le contrat peut prévoir des réceptions tacites. Elle est soit organisée par le contrat, soit elle résulte des faits. Organisée par le contrat, c'est le cas par exemple des CCAG Travaux. On y prévoit des délais de forclusion, l'entrepreneur prend l'initiative de saisir le maître d'œuvre pour qu'il fixe une date de visite d'OPR. Ça fait courir un délai. Si au bout de par exemple 30 jours à compter de la demande, le maître d'œuvre n'a pas réagi, l'entreprise va solliciter le MO. Le MO aura lui-même un délai pour réagir, et si à l'issue du délai, le MO n'a pas réagi, alors il y a une réception tacite, sans réserve. Si le maître d'œuvre vient et fait un PV d'OPR avec réserve, alors on peut avoir une réception tacite avec réserve. Deuxième cas, celui de la réception tacite qui résulte d'une situation de fait. Les juges, que ce soit en public ou en privé, sur la base d'un faisceau d'indices, peuvent décider qu'il y a eu réception tacite. L'erreur serait de croire que la possession vaut réception. Le juge peut se baser sur la possession mais ce n'est pas suffisant. Souvent l'indice supplémentaire c'est le paiement sans contestation.
Autre réception, la réception judiciaire. Ça suppose un refus de réception. L'entreprise saisit alors le juge. Il ne faut pas la confondre avec la réception tacite. Il peut la fixer avec réserve. C'est les effets de la réception. Ce sont les suivants, le transfert de la garde, le point de départ de la garantie des constructeurs, décennale, biennale, GPA. Ça fait aussi démarrer le délai pour le paiement définitif des travaux. En général, dans les contrats, c'est prévu comme ça. On transmet la facture, projet de décompte final, après un certain temps qui court après la réception. La réception met fin à la phase technique sur le plan contractuel. Par conséquent, ça arrête les pénalités, notamment les pénalités de retard. La réception peut être prononcée avec ou sans réserve. S'il y a des réserves, elles portent sur des défauts apparents à la réception. Elles obligent l'entreprise à réaliser des travaux de reprise. 2. La garantie de parfait achèvement. Avant 1978, on avait les deux réceptions, la réception provisoire. La GPA-CI est substituée, sur une durée d'1 an. Pour qu'il y ait réception, il faut que l'ouvrage soit en état d'être reçu, qu'il réponde aux fonctionnalités qu'on attend de lui. Cette GPA est évoquée article 1792 à 6. C'est une garantie qui ne concerne que l'entrepreneur, mais pas les constructeurs en général. Ça ne correspond pas au champ d'application des garanties de l'entrepreneur décennal et biennal. C'est une garantie, pas une responsabilité, donc il n'y a pas de cause d'exonération. On verra le domaine de la garantie, A, puis son régime, B. A. Le domaine de la GPA. Premièrement, le domaine de la garantie quant aux parties. Le créancier de la garantie c'est le MO, le débiteur et l'entrepreneur. Deuxièmement, quant à l'objet de la garantie. Qu'est-ce que garantit la GPA? C'est assez large. La garantie couvre tous les dommages, tous les désordres. Ça peut être les dommages apparents, et ceux qui interviennent plus tard. Ce qui n'entre pas dans le champ de la GPA, c'est l'usure normale de la chose, ou alors l'usure résultant de l'usage de la chose. B. Le régime de la GPA. 3 observations. La première, sur le délai, 1 an à compter de la réception des travaux. Délai préfixe, non susceptible de suspension. Concernant les travaux de reprise, et leur délai d'exécution, il est déterminé à l'amiable entre les parties. Article 1792 à 6 al 3 du Code civil. L'article 1792 à 6 al 4 envisage le cas où les parties n'arrivent pas à s'accorder. Alors le MO peut faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l'entreprise défaillante. Ça correspond à l'exécution par un tiers qu'on connaît en droit commun. Il faut constater que les travaux de reprise ont eu lieu, ça se fait généralement par le maître d'œuvre. On peut pallier le problème avec un constat contradictoire, ou constat tacite réputé contradictoire. On a souvent dans les contrats une possibilité de faire une réfaction. C'est le fait de diminuer le prix. En général, elle est prévue quand l'ouvrage n'est pas totalement achevé. Parmi les sanctions de l'exécution partielle, le Code civil prévoit la réfaction. Dans le BTP, les contrats prévoient souvent la réfaction pour qu'on en finisse avec l'ouvrage, avec un pourcentage limite prédéterminé. Sur les recours. Comme la GPA est une garantie et non une responsabilité, on ne va pas chercher la responsabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur est débiteur objectif. Il peut y avoir des problématiques liées aux différents intervenants. Il se peut qu'un entrepreneur estime que le désordre causé était en réalité imputable à un autre intervenant sur le chantier. L'entrepreneur peut faire une action récursoire si l'origine du désordre vient d'un autre entrepreneur. 3. La responsabilité des constructeurs du fait des dommages cachés. A. Les conditions de la responsabilité. Premièrement, sur les conditions matérielles de la responsabilité, et sur les conditions temporelles de la responsabilité. Sur les conditions matérielles. Tout ce qu'on va dire c'est pour les ouvrages postérieurs à 1979. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage. Responsable d'abord des dommages même résultat d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Article 1792 à l'un du Code civil. Il est ensuite responsable de plein droit des dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos, volets fenêtres, ou de couverts. Sur les conditions matérielles de la responsabilité, il se dégage de ces textes que, pour qu'il y ait responsabilité des constructeurs, il faut qu'il y ait un ouvrage, et il faut qu'il y ait un désordre. D'abord, sur la notion d'ouvrage immobilier. Le désordre doit intervenir dans le cadre d'une construction immobilière, affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs, ou alors, et à certaines conditions, dans ses éléments d'équipement. Quand on parle d'ouvrage immobilier, il y a plusieurs points qui méritent d'être éclairés. D'abord la notion d'ouvrage, qui donne lieu à de la jurisprudence. Deuxièmement, les éléments constitutifs de l'ouvrage. Troisièmement, les éléments d'équipement de l'ouvrage. Déjà, on peut partir du principe que la notion d'ouvrage n'est pas définie par la loi. Ça explique que pourquoi il y a autant de jurisprudence. La notion d'ouvrage est une notion fluctuante, car les techniques de construction évoluent. La conception de la jurisprudence s'est considérablement assouplie avec le temps. On a en effet progressivement admis que, notamment en ce qui concerne l'assurance obligatoire, l'enjeu est d'élargir le champ d'application de la garantie. Par exemple, Première Civ a retenu la notion de technique de travaux de bâtiment pour justifier d'intégrer un ouvrage réalisé dans le champ de l'assurance décennale. Dès lors que le travail réalisé relève des techniques de travaux de bâtiment, on est sur la décennale. La troisième Civ qui se penche sur et qu'il y a ouvrage, donc y a-t-il application des garanties du constructeur, dit que dès lors qu'il y a des techniques de construction, on est dans 1792 et suivant. On oppose à la technique de construction la technique de pose.
Cette notion d'ouvrage concerne aussi bien les bâtiments que les travaux de génie civil, des VRD, mais aussi des travaux surexistants, les TP. C'est le cas pour la responsabilité des constructeurs mais pas pour l'assurance. Par exemple l'abri de piscine. Arrêt de Canada, une construction constituée de parties mobiles et fixes la rattachant au sol constitue un ouvrage au sens de 1792 du Code civil. On a considéré que c'était le cas pour un abri de piscine de grande dimension et télescopique. Mais une installation destinée à couvrir une piscine ne faisant pas corps avec celle-ci ne constitue pas une construction immobilière. Une éolienne est-elle un ouvrage? Ça dépend. Une éolienne à usage domestique posée sur un socle de béton, lui-même implanté sur le sol de la maison, est un ouvrage. Par contre c'est un élément dissociable de l'ouvrage, pas décennal mais biennal, lorsque les travaux réalisés ne sont pas des travaux de construction mais d'assemblage à une installation existante. L'ouvrage, on l'a dit, peut être un ouvrage de génie civil. L'article L243-1 du Code des assurances exclut du domaine de l'assurance décennale certains ouvrages de génie civil. Attention, ça n'exclut pas la garantie, mais l'obligation d'assurance décennale. Ce sont les ouvrages maritimes, fluviaux, etc. Voirie, canalisation, câbles, etc. Sauf si c'est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations. Par exemple, à propos d'un mur de soutènement. Un simple enrochement réalisé au pied d'un talus afin de solidifier un mur de soutènement n'est pas un ouvrage. Dans le sens inverse, l'enrochement est un ouvrage si, en gros les travaux ont été plus importants. Ça peut être des travaux surexistants. Par exemple un ravalement de façade. Pose d'une dalle. Ou les travaux de rénovation de parties communes comme la révision des toitures, les descentes d'eau pluviale et usée, réfection des cages d'escalier. Contre-exemple, 3e CIV 1998, une simple vérification de la toiture avec nettoyage, sans apport de matériaux nouveaux, et ne faisant pas partie de la rénovation lourde effectuée sur d'autres parties de l'immeuble, ne constitue pas un ouvrage au sens de 1792. Autre exemple sur le ravalement, parce que ça dépend si le ravalement a un rôle d'étanchéité du bâtiment. S'il a pour fonction d'étanchéiser ça relève de 1792, sinon non. Les éléments constitutifs de l'ouvrage. Dans l'article 1792A2, on voit que les éléments constitutifs, ça recouvre les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert. Quand on a des désordres qui affectent un élément constitutif de l'ouvrage, et qui rendent ce dernier impropre à sa destination, on est dans le champ d'application de la décennale. Un exemple, le cas de fissures importantes dans le gros œuvre, et affaissement des dallages qui rendent un pavillon impropre à sa destination. Autre exemple, fissures infiltrantes apparues dans les murs pignons, qui portent atteinte à la destination de l'immeuble. Les éléments d'équipement de l'ouvrage. La responsabilité décennale est susceptible de s'appliquer lorsque le désordre apparu après la réception trouve son siège dans un élément d'équipement. Mais il y a des conditions. Il faut que le désordre ait pour effet soit de rendre l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination. Peu importe que l'élément soit dissociable ou indissociable. Et peu importe que ce soit installé sur de l'existant. Soit le désordre compromet la solidité de l'élément d'équipement en lui-même. Dans ce cas, il faut que le désordre affecte des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les éléments constitutifs susmentionnés. Pour revenir sur les deux hypothèses. La première, désordre qui affecte un élément d'équipement et porte atteinte à la destination de l'ouvrage dans son entier. Il est indifférent que l'élément d'équipement soit dissociable. Le juge du fond doit rechercher si ça porte atteinte à la destination de l'ouvrage dans son entier. C'est la condition pour ne pas distinguer. Si le désordre n'affecte que l'élément d'équipement, on n'applique pas la responsabilité décennale. Voyons quelques exemples. Installation domotique, par exemple volet qui fonctionne avec une télécommande, qui se révèle défectueuse. Défaut de déclenchement des gâches et portiers, les juges ont considéré que la décennale s'appliquait. La Cour de cassation a cassé en considérant que les équipements domotiques ne sont pas un ouvrage mais un élément d'équipement. L'installation domotique, qu'elle soit dissociable ou non, ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si ça a rendu l'immeuble impropre à sa destination. Ici la Cour d'appel s'était contentée de relever que la sécurité de l'immeuble était affectée, sans proprement caractériser l'impropriété de la destination. Ce qui est intéressant, c'est le cas des éléments d'équipement installés sur des existants. Aujourd'hui c'est fréquent. Comme un insert ou une clim. Il y a eu une quantité considérable de jurisprudence, sur la question de savoir si ça entrait dans la responsabilité des constructeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu de la jurisprudence sur les inserts cette année. Il y a eu plusieurs phases dans la jurisprudence. Premier temps dans les années 2000 la jurisprudence considérait que les désordres affectant des éléments d'équipement ultérieurement installés dans l'immeuble existant, n'étaient pas couverts par la garantie décennale. Pour elle, c'était simplement de la technique de pause. Ensuite, la troisième CIV a opéré un revirement progressif. Notamment un arrêt concernant les inserts, en 2019. Un insert qui met le feu à la maison. Ça relève de la décennale car la défectuosité a conduit à l'incendie ayant détruit intégralement une maison d'habitation. Toujours sur l'existant, distinction entre les éléments destinés à fonctionner et ceux non destinés à fonctionner. Ceux qui ont vocation à fonctionner, c'est de la décennale, sinon non. Mais en 2024, le 21 mars, revirement avec l'arrêt 22.18.694. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. En l'occurrence, il s'agissait d'un insert affecté d'un désordre ayant causé un incendie sur la totalité de l'habitation. Il y est dit qu'avant la position se justifiait par une volonté de simplification, en ne distinguant pas s'il s'agissait d'un élément d'origine ou non. Elle visait aussi à mieux indemniser les maîtres d'ouvrage.
Ces objectifs n'ont toutefois pas été atteints. Sur la deuxième hypothèse, le désordre affectant la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Il s'agit là de la solidité de l'élément d'équipement en lui-même. D'abord la question du caractère indissociable. Qu'est-ce qu'un élément indissociable? 1792 à 2 al 2, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Il y a dans la jurisprudence des positions connues sur le carrelage. Soit il est posé avec du scotch double face, alors c'est un élément d'équipement dissociable. Deuxième solution, coller le carrelage avec de la barbotine de ciment, alors c'est un élément indissociable. Il y a des éléments d'équipement à mettre à part, ce sont ceux qui permettent l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ces éléments ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement au sens de la responsabilité des constructeurs. Ils ne sont ni indissociables, ni dissociables. Ils ne relèvent ni de la décennale pour les indissociables, ni biennale pour les dissociables, mais il faut que ces éléments dont la fonction exclusive permet l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Par exemple la machine industrielle installée à des fins professionnelles. Pour ces éléments il n'y a pas d'assurance décennale. Sur le désordre en lui-même. Le désordre doit réunir un certain nombre de caractéristiques. Il faut qu'il touche à la gravité du désordre, à l'origine du désordre et à leur caractère caché. Il faut déterminer son origine. Sur la gravité. Il faut que ces désordres soient d'une gravité suffisante, et cette gravité, dans le Code civil, ça peut être soit une atteinte à la solidité de l'ouvrage, une impropriété quant à la destination de l'ouvrage, et enfin une atteinte à la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Deuxième élément, l'origine du désordre. Il y a une extension à cet égard. Ces désordres peuvent trouver leur origine dans un vice du sol, dans un vice de construction, et même d'un défaut de conformité aux stipulations du contrat. L'ouvrage peut être conforme aux règles de l'art, mais pas le contrat. Attention, il faut tout de même que ça cause un désordre. Il faut enfin que le désordre soit caché. Le désordre caché n'est pas un désordre apparent. S'il n'a pas fait l'objet de réserve, ça n'en fait pas un désordre caché. Comment apprécie-t-on le caractère caché? Il appartient au demandeur de prouver le caractère caché du désordre lors de la réception. L'appréciation du caractère caché se fera au regard du émo, et du seul émo. Ça dépendra de sa qualité. Par ailleurs, le caractère caché dépend de la connaissance que peut avoir le émo d'un désordre. S'il a été révélé, le désordre n'est pas caché. Cas intéressant, sur les défauts cachés. Souvent en GPA on a des défauts qui seront apparents, mais les conséquences sont imprévisibles, pas connues. Par exemple une fissure dans un mur, on peut demander une reprise, soit en vertu des réserves de la réception, soit durant le délai de GPA. Mais cette fissure peut être évolutive. Malgré le rebouchage, la fissure va se développer, et hors la GPA, produire des effets dommageables. Dans ce cas, c'est un vice évolutif, qui relève de la décennale.